Ah, on lève bien haut. Bah, attends. Oui, varicelle. Donc c'est quoi la lésion cutanée typique de la varicelle? Parle fort, hein, comme ça tout le monde t'entend. Je sais pas si on a... Ah non, on a le micro, Rémi, ou pas? Ouais. On peut lui passer le micro? Ouais. D'accord. On est contagieux jusqu'à quand? 14 jours après, je crois. Ouais, qui veut gagner une sucette avec une meilleure réponse? On pense à lever la main. Ah non, c'est reçu. Ouais, c'est ça, jusqu'à ce que toutes les croûtes soient sèches. Qu'est-ce que je peux... C'est quoi le traitement de la varicelle? Alors vas-y, tu continues. Symptomatique. Donc pas d'AINS déjà, parce que sinon ça risque le syndrome de je sais plus quoi, mais éviter trop un traitement antiseptique, des lavages, couper les ongles pour éviter qu'ils se grattent. Donc pas d'école, enfin. Ouais, éviction scolaire. Et voilà, tout ce qui est symptomatique. Ouais. Paracétamol s'il a de la fièvre, voilà, mais que ça. Dans quelle situation on donne du Zovirax pour traiter une varicelle? De l'immunodéprimé de la mauvaise tolérance clinique. Ouais, essentiellement l'immunodéprimé. Ou une complication sévère, mais c'est plus souvent réactionnel que vraiment lié au virus. Image suivante. Le même? Non. Alors au fond, psoriasis, non. Impétigo. Alors, micro. Comment ça se soigne? Avec des antibiotiques. Des antibiotiques comment? Péros. Ouais. Et antibiotiques Péros. Antibiotiques Péros, éviction scolaire. Alors les antibiotiques, c'est pristinamycine. Alors, on va revenir sur ça après. Bon. Éviction scolaire, voilà. Et surveiller s'il n'y a pas une surinfection. Alors, est-ce qu'il y a des situations où tu vas traiter autrement qu'avec des antibiotiques Péros? S'il y a une dermatose sous-jacente. Ouais, mais bon, ça change rien. Est-ce que quelqu'un sait? Est-ce que ça peut se traiter avec des antibiotiques locaux? Ouais, fusidine. Si c'est des toutes petites lésions, il y a le seuil 2% de la surface du corps. Bon, la photo rend pas très bien, mais... C'est pas un piège. On lève la main? Gale? Non. Ouais, eczéma. L'autre non? Oups. Alors le micro? Comment tu traites? Par dermocorticoïdes sur les plaques et par éviction du facteur déclenchant l'eczéma. Ouais, alors la dermatite atopique, classiquement, c'est chez les enfants avec un terrain atopique, mais c'est rare. Bon, sauf si c'est révélateur, par exemple, d'une allergie aux protéines du lait de vache, des choses comme ça, mais souvent, ils vont comme ça avoir des lésions de dermatite atopique les 2 premières années de vie, sans que tu arrives à nommer un allergène particulier. Donc tu peux le faire effectivement, mais c'est pas forcément de l'eczéma de contact, hein, la dermatite atopique. Ensuite, il y a les mesures avec... Là, c'est dans le dos, je pense. Ah non, c'est... Je ne sais pas. C'est soit là, soit c'est... C'est un dos, je pense. Un petit dos. Ok. Donc tu disais dermocorticoïde, il y a un mot-clé, c'est épargne cortisonique. Il faut vraiment essayer d'en mettre le moins possible et d'espacer le plus rapidement possible. Il y a un protocole qui est assez facile à se souvenir, c'est je mets donc c'est des classes
J'aime très 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 rarement des classes 1, hein, plutôt des classes 2 ou 3. J'en mets tous les jours, une fois, jusqu'à ce que la lésion disparaisse. Et ensuite, je fais tous les 2 jours pendant 4 ou 5 jours, et puis tous les 3 jours pendant la même durée, j'arrête. Et sinon, en soins locaux, qu'est-ce que tu nous proposes d'autre? À part ça? Un antiseptique local, la chloridixine. Ouais, Chlorhexidine s'il y a besoin. Sinon, pour des émollients, Ouais, parce que c'est des peaux sèches. émollient à fond. Ouais. Et pour les tout petits comme ça, avec des peaux hyper réactives, vous avez des produits, mais que vous pouvez aussi utiliser pour vous, qui sont sans parfum, sans colorant, sans machin, qui sont pas forcément bio, mais qui... Ouais, ouais, classiquement c'est sur le visage, dans les plis, effectivement. Là c'est une lésion du dos, c'est pas extrêmement classique, mais ça peut arriver. On lève la main. Scarlatine, non. Parvovirus B19, mégalérythème épidémique. L'aspect des joues, aspect souffleté, des joues, aspect grosse baffe. Ça, c'est typique. Comment ça se soigne? Je pense que c'est traitement symptomatique. Ouais, c'est un traitement symptomatique. Et ouais, j'entends devant. Alors, éventuellement éviction scolaire? Enfin, de la crèche, non? ouais, éviction scolaire, après ça va être un peu comme toutes les viroses standards, donc c'est pas forcément nécessaire. Mais effectivement, il y a un truc devant, là, je sais pas si t'as entendu, il y a une complication très classique de ce virus. Ah, l'anémie. Anémie trombastique. Ouais, anémie, et il y a un autre mot-clé à coller. Qu'est-ce qui fait qu'on a une anémie? Ouais, érythroblastopénie. Sidération de la moelle, effectivement. Bon, sucette collective. Grave ou pas grave? Qu'est-ce que c'est? Bon. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de sucette. Levez bien la main, c'est comme ça que vous les aurez. Hein. Si vous répondez tous au cœur. Il y a le signe de la perfusion, hein, vous avez vu? Alors là, premier qui lève la main. Ah, mademoiselle en rose. Purpura rhumatoïde. Ouais. Alors, purpura rhumatoïde, quelle est l'atteinte que tu crains, qui fait le Le pronostic? Le rein. Le rein. Et ça donne quoi? C'est une glomérulonéphrite à IgA. Ouais. Comment tu vas surveiller? Bandelette urinaire tous les 3 mois. Je crois. Ouais, au début tous les Au jours, début. hein, Ouais, au et début, puis tous après les jours. régulièrement. Et si tu as une complication rénale, donc un syndrome néphrotique ou une glomérulonéphrite, tu vas la traiter comment? C'est corticothérapie. Ouais, c'est corticothérapie. Les douleurs abdominales, ça peut être dû à quoi? Hématome, invagination, iléus. Hématome, ouais. Au rayon. Au rayon. Faut jouer, hein. Alors, les oreillons, c'est dû à quoi? Un virus. Ouais, mais c'est plutôt contagieux à la phase catarrhale avant. Phase d'invasion. C'est quoi les risques? L'orchite et le risque neuro avec la méningite. Ouais. Et pourquoi il est gonflé là? Bah, c'est une parotidite. Parfait. Non, elle en a trop là. Bon, allez, devant. Faut que tu lèves la main. Ok, mastoïdite, donc ça c'est ce qu'on a eu la fois précédente, donc je ne vous repose pas les questions.
Au fond? Attends, là, le micro. Un syndrome néphrotique idiopathique. Ouais. Donc ça, on en reparle aujourd'hui, je crois. Donc on peut en reparler tout de suite. C'est la même, hein. Ethmoïdite aiguë. Alors c'est quoi l'ethmoïdite aiguë? On peut avoir le micro devant? Ouais. Ouais. Ça va être dû à quel germe? Oh, elle est sèche. Ouais, c'est bactérien. Pneumocoque. C'est rien de sorcier. Hein. Tous les germes ORL. Hémophilus, Moraxella. Ok, ça se traite comment? Par une antibiothérapie IV. Ouais, antibiothérapie IV, je répète, hein, pour le fond. Ouais. Et Tu mettrais quoi? des C3G Ouais. et des aminosides. Ouais. Ou de la phospho. Ou de la Toujours phosphomycine. pareil. Ou de la phosphomycine. Ok, quelles sont tes craintes? Tout ce qui est atteinte oculaire, neuro, enfin, Ouais, par le haut, tout ce contiguïté. qui est, voilà, le sinus en dessous aussi, peut-être, sinus Ouais, maxillaire, l'extension de fosse sinus. nasale. Une extension vasculaire, ok. Et bon, l'examen à faire, ça c'est assez évident. Si tu as besoin d'un examen pour évaluer l'extension locale. On fait une radio. Tu fais une radio? Une radio. Ouais, un scanner. Un scanner. C'est aussi accessible et ça va quand même t'apporter beaucoup plus d'infos. Trisomie 21. Oui. Ouais, trisomie 21. Ah bah si, oui, une sucette. Ok, alors, trisomie 21, qu'est-ce que je peux poser comme question? Les atteintes d'organes classiques. Cardiaque. Ouais. Un risque le plus élevé de leucémie. Ouais, risque cancéreux plus élevé. Quelqu'un d'autre veut continuer? Ouais. Donc risque d'atrésie duodénale, Ouais. augmentation de la maladie d'Hirschsprung Ouais. aussi, strabisme, cataracte, enfin tout ce qui est ophtalmo-ORL. Deux trucs évidents, mais tellement évidents qu'on les a pas dit. Retard mental. Oui, retard mental. Et il y a aussi tout ce qui est articulaire. Il y a laxité axoïdienne, mais évident. Ouais, obésité. Ou à l'inverse, retard de Retard de retard croissance, statural. vieillissement prématuré. Ouais. Bon, c'est déjà pas mal. Et c'est fréquent. Hein. Alors ça pourrait être Marfan, mais non. Quoi? Klinefelter, non. X fragile. Tu veux quoi? Alors, X fragile. Ah bah ouais, hein. Alors, c'est quoi le mode de transmission? Ouais. C'est que le garçon. Alors, classiquement récessif lié à l'X, mais qui pense que des femmes peuvent être atteintes?
Ouais, donc il y a un vrai phénotype des femmes qui ont... Ah ouais, non, avant que je blablate, qui nous rappelle la biologie moléculaire de l'X fragile. Ça vaut une sucette, ouais. On peut lui donner la parole au fond parce qu'elle n'a pas ici. C'est une répétition des codons CGG et en fait c'est une mutation. Enfin, les femmes sont porteuses, les femmes et les hommes sont porteurs de cette mutation, mais les hommes la transmettent de façon stable. Ouais. Et les femmes peuvent la transmettre de façon non stable et la mutation s'exprimera du coup. Ouais, s'amplifie en fait. Le nombre de triplets augmente. Ok, et donc du coup, les femmes, elles peuvent avoir un phénotype, bien sûr, si elles ont un X avec la mutation complète, donc c'est plus de 200 triplets, et un X normal, mais aussi si elles sont transmettrices, entre guillemets. Alors, est-ce que quelqu'un sait ce que ça va donner comme genre de phénotype, ces tableaux un peu intermédiaires d'X fragile chez les femmes? C'est juste un retard mental plus sévère. Alors, ça peut être un retard mental. Ça peut être aussi des troubles psy. Des choses genre, troubles du contact, timidité excessive, on ne va pas dire que c'est un trouble psy, mais trouble de la relation. Ça peut être ça, tiens. Ok. Mais effectivement, sur le morphotype, Marfan, c'était pas débile et Klinefelter non plus. Donc voilà, c'était CGG repeat, prémutation, mutation complète. Et donc ça code pour un gène qui s'appelle, enfin le gène concerné c'est FMR1. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir sur cette radio? Je veux la réponse complète pour les points. Honneur aux dames, non? Je suis pas trop sûre. Ah, vas-y. Moi j'aurais dit une bronchiolite avec une atelectasie du lobe supérieur droit. Une bronchiolite parce qu'il me paraît un peu les côtes horizontalisées et distendues avec un cœur hirsute. J'accepte ta réponse. Je dis que les mauvais diagnostics en fait. J'aurais plutôt dit foyer, mais effectivement un gros bouchon sur une bronchiolite, c'est pas hyper rétracté, mais bon. Et le cœur hirsute, c'est ça? Pardon? Ce qu'on appelle le cœur hirsute dans les pneumopathies virales, c'est pas ça? Avec, Ouais, avec les petits pics, si ça peut être. D'accord, ça peut être ça. Alors, sachant qu'effectivement, vous voyez une image comme ça, vous faites un diagnostic de pneumopathie a priori, vous n'avez aucune chance de savoir si c'est viral ou bactérien, vous avez 50% de chance que ce soit viral, 50% que ce soit bactérien, donc vous traitez, vous n'avez pas le choix. Surtout s'il a l'âge d'avoir un petit thorax comme ça. Alors, là je veux le diagnostic et l'interprétation des deux images. Tout au fond. C'est une invagination intestinale aiguë. Sur le cliché de droite, on voit une opacification en pince de homard qui s'arrête au niveau du cécum. De crabe. De crustacés, quoi. Ouais. Au niveau du cécum, je suis pas très sûre. Mais... Au niveau de l'iléon. Du côlon transverse. Du côlon transverse, pardon. Avec une image classique en... Pince de homard. En quoi? Pince de crabe? Pince de crabe. Ouais, pince de homard, ça me fait plaisir. À gauche? À gauche, c'est l'aspect... Donc à droite, c'est une opacification rétrograde, ASP avec opacification rétrograde, produit de contraste, hydrosoluble, tralala. À gauche? À gauche, c'est une échographie abdominale où on voit une image en sandwich ou en cocarde. En cocarde, ouais. Donc pince de homard et sandwich, cocarde et pince de crabe. Ok. Truc hyper classique pour une sucette, c'est quoi l'âge classique de l'invagination? C'est chez le nourrisson. Ouais, entre 2 mois et 2 ans. Là, je pense que c'est transverse. Ouais,
Mais après, c'est pas forcément facile. Effectivement, le truc très classique, c'est iléosécal. Que s'est-il passé? T'as une main de Ouais, des invaginations. Donc ça, c'est les radiologues sont ravis parce que c'est eux qui traitent. Après, c'est des boules. Bah ouais, non mais qui a dit néphroblastome avant sans lever la main? Au fond, bon bah voilà. Alors si on veut être plus précis, on donne le côté. Gauche. D'accord. Je vais te montrer des trucs avec mon doigt. Non, ou avec ma souris. Ouais, avec ma souris. Tu vas me dire ce que c'est. Le corps vertébral. Ouais, fort, hein, parce qu'on ne t'entend pas. Hein. L'aorte et la veine cave inférieure. Le rein contralatéral. Et le parenchyme rénal qui est fonctionnel à gauche. D'accord. C'est une côte. De l'air dans le côlon, je pense. Ça. C'est gloubi. Hein, c'est pas la, non, c'est pas le bas du foie, non, je sais pas. Non. J'en sais rien. On va dire que c'est les structures digestives. Pareil, on essaie de celui qui donne le diagnostic le plus complet. En levant la main. Ouais. Méduloblastome. Ouais, alors neuroblastome, tu veux quand même continuer? Il est paravertébral de la chaîne sympathique. Ouais. Thoracique. Ouais. Comprimant Oui. Ah oui, micro, pardon. Tu redis ce que tu avais dit. Donc neuroblastome thoracique. Neuroblastome thoracique de la chaîne sympathique, du poumon, comprimant le poumon droit. Ouais. Et donc masse importante. Et donc on peut le diagnostiquer parce que c'est extra-rénal, contrairement à... Ouais. Et t'as le droit de dire qu'il refoule la trachée. Oui. Un peu de folie. Ok. Comment tu vas faire ton diagnostic formel? Donc c'est les catécholamines, la scintille IBG. Et les catécholamines elles peuvent être négatives puisque ça peut être sécrétant ou sécrétant. Ouais. Et, tu vas les doser où les catécholamines? Urinaires. Ouais. Et et la scintille pour les autres localisations, les métastases. Ouais. Un autre truc qui peut t'aider? Un myélogramme s'il y a une atteinte de moelle. Ouais, un myélogramme que tu vas faire de toute façon. Dans le un neuroblastome. Ouais, ça peut. Bientôt fini. Non, ta voisine, elle lève la main toute timide pour la bêtise. Non, mais c'est une hernie ombilicale. Oh, ouais. Alors, c'est mon bébé, là, donc je viens de te voir. Et mon bébé, il a ça. Et je suis hyper inquiète parce que quand il pleure, ça grossit, ça gargouille. Et alors j'ai peur que, je sais pas, il y ait son intestin qui sorte. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Non, c'est pas grave du tout. Il faut pas s'inquiéter. Dans la plupart des cas, la hernie ombilicale va régresser spontanément d'ici l'âge de 3-4 ans.
Ouais. Et puis, contrairement aux hernies inguinales, donc il n'y a pas d'indication là un traitement chirurgical. Si d'ici là elle devient symptomatique, c'est-à-dire si elle s'étrangle, on pourra envisager une chirurgie. Ouais. Et si elle reste, S'il est sage. si elle persiste après 5 ans aussi. Effectivement, donc en gros le message c'est pas grave, ça s'étrangle jamais. Enfin bon, après il faut jamais dire jamais en médecine, mais en gros ça s'étrangle pas. Et voilà, et c'est quasiment physiologique dans certaines ethnies, donc effectivement on s'inquiète pas. Non, toi? Hernie inguinale gauche. Droite, pardon. Droite. Ok, et donc à l'inverse. Donc un élément de l'examen clinique important quand tu vas. Si on peut la rentrer ou pas. Parle dans ton micro. Si elle est réductible, voilà. Si elle est réductible, ouais. Autre chose. On vérifie les. Ouais, palpation des testicules. Et donc celle-ci, tu vas l'opérer, pas l'opérer? Ouais, j'opère. T'as beaucoup été aidée par le public. Et c'est fini. Merci.